Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Nous ne voulons plus qu'on décide à notre place. Nous voulons désormais que les problèmes des Africains soient réglés par les Africains sans ingérence extérieure, car tous les problèmes de l'Afrique viennent des ingérences extérieures. Dixit Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, s'adressant à la communauté africaine en marge du G20 tenu en juillet 2017 en Allemagne. C'est cette approche qui guide aujourd'hui l'action d'un groupement d'intellectuels camerounais du pays et de la diaspora pour un règlement définitif de la crise sociopolitique et sécuritaire que traverse le pays depuis 3 ans. Conscient de ce que les problèmes de l'Afrique doivent être réglés par les Africains eux-mêmes, Génération 90, groupe de réflexion et d'action regroupant d'anciens dirigeants de la contestation estudiantine des années 90 et 2000, vient pour ainsi dire mettre la pression à l'Union africaine pour qu'elle s'implique au travers d'un plan de paix. Ils appellent l'Union africaine à un engagement réel et une intervention effective pour le règlement pacifique de la crise meurtrière qui ensanglante les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Une autre initiative de Camerounais, serait-on tenté de dire, après celle pendant du cardinal Christian Toumi et 3 autres serviteurs de Dieu. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le plan de paix de l'Union africaine attendu. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le plan de paix de l'Union africaine attendu. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec André-Marie Dibamou. André-Marie, bonsoir. Bonsoir Serge, Alain, Autou, et bonsoir à tous les millions, et ils sont, Dieu seul sait, davantage très nombreux à écouter et à suivre en direct Equinox Soir tous les soirs. Voilà, bienvenue à Douala une fois de plus. Hein. Merci. Je profiterai du plateau pour saluer les vaillantes populations de Makénéné qui sont endeuillées en ce moment, qui ont perdu Sa Majesté le chef Siankam, qui était le chef supérieur de Makénéné 2, qui est décédé mercredi dernier. Repos à son âme et mes condoléances à toute la grande famille Siankam des États-Unis, de partout dans le monde. Ok. André-Marie Dibamou, journaliste, écrivain, internationaliste, plusieurs casquettes. Question, tout à fait. Voilà. Bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup, Serge. Pascal Fomecon, bonsoir. Pascal. Bonsoir Serge. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Bonsoir au plateau technique. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir et vous allez me permettre, Serge, de dire juste quelques mots en anglais pour souhaiter vraiment mes condoléances à l'homme qui, pour moi, je considère comme peut-être le meilleur ingénieur que la première cuvée de Polytechnique avait sorti et qui est mort dans des circonstances vraiment très dramatiques. Son propre fils s'est passé dans les réseaux sociaux, l'a poignardé en plein sommeil. Et nous étions donc aujourd'hui à la levée de corps. So I want just to say my condolences to the family of Faye and tell you, Faye, you've gone, guy, and but we can remember you as one of the best engineers that Cameroon has ever known, coming out from the first generation of from Polytechnique Yaoundé. I saw your family. I want them to know that we are going to miss you. You left on very dramatic ways, but we are thinking of you. We are going to wish to the family, up to your village, far in northwest, that you will reach and really bury your loved one. So again, our condolences from Equinox, this plateau that we have here. Thank you. Ok, merci Pascal Fomecon, expert en droits de l'homme. Oui. Voilà. Jean-Baptiste Ketchatin, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou. Vous êtes... j'ai de la peine, hein. Je ne sais pas si c'est le journaliste, mais vous êtes un cadre du Manidem. C'est bien cela? C'est toujours le politique qui prime. Qui prime. En toutes circonstances. Ok. Quand il faut débattre des questions publiques, voilà. Peut-être même privées, c'est le politique qui prime. Ok, Jean-Baptiste, bienvenue une fois de plus sur le plateau. Jean-Baptiste, des Camerounais qui sollicitent l'Union africaine pour qu'elle s'engage réellement et qu'elle intervienne pour un règlement pacifique. Comment vous avez lu cette lettre? Comment vous réagissez?
face à cette autre initiative? Tout d'abord, il faut se féliciter de l'initiative parce que en ce moment où le pays traverse des moments extrêmement difficiles, c'est bien et c'est réconfortant de voir que des compatriotes se penchent sur la question, réfléchissent et font des propositions. C'est extrêmement important que les gens parlent, que tout le monde puisse faire ces propositions pour que les Camerounais soient mieux édifiés, comprennent les enjeux et se déterminent en conséquence. Donc, du point de vue formel, on ne peut qu'encourager ce qui a été fait par ces compatriotes qui, d'ailleurs, sont répartis à travers le monde. Donc, c'est des points de vue de personnes qui peuvent venir d'horizons sociaux assez divers, même si on considère que c'est quand même l'élite du pays que l'on a là, dans la diaspora. Oui, parce que c'est des médecins, des économistes. Dans la diaspora. Voilà, malheureusement, ce n'est pas l'élite d'un point de vue politique, parce que d'un point de vue politique, il y a de nombreux problèmes que le plan de sortie que nos compatriotes proposent la pose. De très profonds problèmes sur lesquels nous pourrons donc on va revenir au fil de la discussion. Pascal Fomukon, et vous, lorsque vous parcourez cette lettre, on va le dire, adressée au président en exercice de l'Union africaine, sous couvert du Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Oui, je dirais, Serge, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux qu'ils énoncent dans la lettre. Mais cependant, il y a un point qui m'a vraiment touché, c'est l'engagement, c'est l'amour qu'ils ont pour leur peuple, pour leur pays, et ils aimeraient pas être absents, pas être des spectateurs, ils aimeraient être vraiment contribuer à apporter une solution. Moi, je pense que surtout la lettre aussi se rapproche un peu du point de vue déjà de M. Moussa Faki au 32e sommet, dernièrement en février, où lui, en fait, il énonçait déjà qu'il faudra trouver les causes profondes du malaise camerounais. Et je crois peut-être que j'ai beaucoup d'espoir dans ce sens, parce que déjà lui-même, il allait dans le sens de voir les raisons profondes du malaise camerounais. Et je crois que cette lettre viendra peut-être relever ce point. Ce que je vais peut-être commenter plus tard, c'est quelles sont vraiment les possibilités de l'Union africaine. Jusqu'à quel point l'Union africaine, lui, peut agir pour amener une solution. Mais sinon, vraiment, les points sont vraiment profonds, les points sont bienvenus, et les points montrent l'amour de cette élite pour le Cameroun, en plus des sympathisants du Cameroun, parce que c'est pas seulement les Camerounais en fait qui sont concernés pour ce problème. C'est à travers ce problème, j'ai vu, nous avons des millions de sympathisants à travers le monde. Peut-être cela s'est fait surtout à partir du football, mais je dis, c'est pas seulement eux, nous avons tous ceux-là qui regardent et qui cherchent peut-être qu'on puisse sortir de la crise au Cameroun. C'est ce que je dirais pour le moment, Serge. Ok, André-Marie Djibamou, lorsque nos compatriotes disent que nous sollicitons de manière pressante l'Union africaine, un engagement réel et une intervention effective. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Intervention effective. Tout à fait. Et ils ont défini la nature de cette intervention, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un médiateur, d'un ombudsman. Ils sont même allés jusqu'à faire des propositions sur les identités précises. On parle de Olusegun Obasanjo, de Thabo Mbeki, de Ellen Johnson Sirleaf. Mais ce que je peux dire dans Alpha Oumar Konaré. Tout à fait, ancien Jean-Pierre, voilà. Ce que je veux dire d'emblée, c'est que au regard de la qualité des signataires, on a envie de dire que c'est des personnes qui connaissent leur sujet, c'est-à-dire qui savent, d'ailleurs ils ont cité le président Condé, vous l'avez fait à l'introduction, c'est-à-dire que les problèmes africains naissent de ce que nous avons laissé un vide au niveau, n'est-ce pas, des interventions, au niveau de la résolution de nos conflits, comme si la solution à nos conflits se trouvait ailleurs. Mais je pense que c'est une habitude, une très mauvaise habitude qui est venue du développement. C'est-à-dire parce que la plupart de nos projets de développement sont financés par l'extérieur. On se dit également que la solution à nos problèmes, c'est devenu une habitude en réalité, vont venir de l'extérieur. Donc aujourd'hui, il est question qu'ils tirent la sonnette d'alarme, c'est leur rôle déjà, mais que la presse au niveau local relaie cette information en réalité, afin que non seulement le président en exercice de l'Union africaine, le président... Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Hein. Tout à fait, et donc c'est salutaire. Donc je veux dire que c'est salutaire, mais d'autres devraient continuer, suivre votre exemple. Donc c'est très important de situer déjà, de planter ces décors sur le contexte dans lequel cela arrive, cette lettre arrive. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent réellement de l'Union africaine? Ils attendent ce qui s'est passé
il y a eu des crises, je crois, en Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire, il y a eu une crise politique. Il y a comment on appelle l'Union, les Nations Unies ont dépêché un représentant de l'ONU qui était chargé, n'est-ce pas, Monsieur Choi, qui devait coordonner les actions des deux parties qui étaient en conflit. Donc c'est ce que l'on demande. Mais on ne veut plus, par exemple, que ce soit les Nations Unies qui envoient un représentant. On veut que ce soit l'Union africaine. Mais est-ce que l'Union africaine a les capacités de le faire? Ils disent oui, l'Union africaine a la capacité de le faire. Et ils disent justement à nos compatriotes, je vous coupe André Dibamou, que les initiatives extra-africaines sont devenues très impopulaires sur le continent. Tout à fait, c'est leur point de vue. Elles sont devenues impopulaires et c'est même un ressenti. On a l'impression que l'intervention internationale, ou si vous voulez étrangère, ne prend pas en compte les aspirations profondes des populations et n'intègre pas l'exception culturelle africaine. Et c'est au fond de cette exception culturelle africaine qu'il faut aller chercher les solutions d'une crise africano-africaine, des conflits sur le territoire africain. Okay. Et je pense que sur le principe, c'est un principe qui est populaire. Mais maintenant, mon prédécesseur a dit, M. Fomokon a dit, il faut maintenant questionner la faisabilité sur le plan africain. Parce qu'effectivement, quelles sont les contingences d'une telle démarche? C'est-à-dire, il y a des contingences techniques, il y a des contingences pratiques, financières. Il faut déjà qu'il y ait, puisque dans les négociations, il faut le dire, vous avez dit, vous m'avez présenté comme internationaliste, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que dans les négociations internationales, vous avez ce qu'on appelle, c'est-à-dire la médiation. Alors, pour qu'il y ait la médiation ou l'arbitrage, les parties doivent être d'accord sur les principes. C'est-à-dire, si nous avons 5 points sur lesquels nous négocions, voici les points sur lesquels nous sommes d'accord, voici les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc, il y a un travail préalable qui est costaud, qu'il faut effectuer. Et d'ailleurs, ils disent qu'ils sont prêts à être reçus par la Commission si la demande se fait ressentir. Mais je dis que c'est une démarche de très bonne foi, donc je l'apprécie, mais la faisabilité... Ils sont 20 nos compatriotes qui ont... À mesure que nous allons évoluer dans le débat, peut-être que nous allons trouver des éléments de réponse à ces questions fondamentales. Voilà, il nous a rejoint enfin sur ce plateau, Serge Aimé Bikoy. Serge, bonsoir. Bonsoir Serge, j'allais retrouver à tous les companélistes. Voilà, vous sortez de Yaoundé, c'est bien ça. Voilà, on comprend votre état. Serge Aimé Bikoy, vous avez également parcouru cette lettre. Oui, je l'ai parcouru. Ressenti, c'est le cas. Je l'ai parcouru de façon exhaustive et à plusieurs reprises. Vous savez, lorsqu'il y a une telle proposition, on ne peut pas rester indifférent à la réflexion sur ce que certains compatriotes de l'étranger ont justement produit. Parce qu'il faut relever que ce sont des figures de la contestation estudiantine des années 90 qui ont produit justement cette réflexion-là. Et ça nous montre véritablement que sur le plan contextuel, cela ne reste pas en marge de l'actualité sociopolitique qui règne à l'heure actuelle au Cameroun. Lorsque vous voyez justement ces différentes figures, on a l'impression véritablement qu'il y a une certaine reproduction de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, notamment dans les années 90, dans les universités, et notamment à l'université de Yaoundé, la mère des universités. Et aujourd'hui, lorsque l'on pose ce débat à 3 décennies, presque après, ça nous permet là de faire ressurgir un ensemble de problématiques. C'est vrai qu'il y a un travail de fond qui a été fait en termes d'élaboration de l'historicité, du contentieux historique qui a été justement présenté avec en toile de fond un ensemble d'acteurs ou bien un ensemble de centres d'intérêt qui avait été constaté. Bon, même si on peut avoir à redire notamment sur l'aspect formel par rapport à certaines dates qui ont été présentées. Mais dans le fond, il y a un débat qu'il est question justement d'engager. Parce qu'on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une espèce de bilan holistique qui est fait sur ce que l'État a apporté comme mesure à la résolution du problème anglophone. Il présente tout ça d'abord. Il présente justement ces différentes solutions-là, entre autres la création de la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, la création du comité national du désarmement, de démobilisation et de réintégration, entre autres. Mais l'on se rend compte qu'il y a le problème politique qui n'a pas été abordé en tant que tel. Et c'est ce sur quoi porte aujourd'hui la dynamique du débat contradictoire sur la convocation du dialogue politique inclusif. Parce que le problème anglophone ne porte pas sur des revendications que d'aucuns considèrent comme accessoires. Parce que vous savez bien que lorsque les magistrats et les anciens enclenchaient ce mouvement de débrayage en octobre 2016, l'État avait apporté des solutions que d'aucuns considéraient comme des solutions de rafistolage. Parce qu'en réalité, ça n'a pas attaqué le problème de fond
qui porte sur la restructuration de l'État. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de plusieurs modalités de la refonte de l'État, il faut véritablement aujourd'hui, et c'est ce que ces compatriotes proposent, qui est un débat de fond sur l'orientation de l'État du Cameroun. Vous avez des fédéralistes, vous avez des décentralistes, vous avez des régionalistes, vous avez même des sécessionnistes. Il faut donc que le débat de fond soit davantage porté sur cette question qui est en réalité cruciale. C'est pour cela qu'aujourd'hui on peut davantage estimer que l'État a fait quelque chose, mais l'État n'a pas assez fait. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas vous focaliser sur un débat portant sur des préoccupations secondaires ou accessoires, alors qu'il y a un débat de fond qui porte sur la question politique du contentieux historique, pourtant justement sur la refonte de l'État. Et c'est à ce niveau que le débat coince. Lorsque vous voyez d'autres compatriotes justement appelés au dialogue politique inclusif, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut véritablement que l'État amorce justement la réflexion sur ce problème de manière que l'on voit véritablement qui peut convaincre qui par rapport à la modalité soit de la décentralisation, soit du fédéralisme, soit du sécessionnisme, soit même des autres modalités qui existent. Ok. Vous voulez réagir? Oui, j'ai une question pour Jean-Baptiste. Oui, je voulais dire une chose, Serge. Je reconnais, je me retrouve un peu dans son développement, mais je dirais, il y a un hic. J'ai noté à travers cette lettre une chose, une réalité. Ils ont cherché autant que possible à faire une intervention assez atténuée. Oui. Ça, je l'apprécie beaucoup. Parce que tout le monde sait, par exemple, notre débat actuellement est politique, c'est la forme de l'État, nous le savons, c'est même du déjà vu. Je crois qu'ils l'ont fait un peu, ils l'ont fait avant, ils ne l'ont pas fait, c'est pas qu'ils n'y ont pas pensé. Je crois qu'ils veulent déjà être introduits, je crois qu'ils veulent déjà avoir un intérêt de l'Union africaine et venir vraiment avec les gros morceaux, avec les poids lourds. Moi, je pense, parce que leur lettre vraiment reste le genre que le gouvernement ne peut pas dire, écoute, voilà des opposants qui se dressent contre nous. C'est une lettre qui peut être reçue au niveau gouvernemental du Cameroun. Et à partir de là, maintenant, on pénètre des problèmes plus profonds. Là, je crois que j'ai apprécié cela. J'ai apprécié cette forme atténuée d'approcher le problème du pays dans la lettre. C'est ce que je voulais dire. Jean-Baptiste Ketchating, j'ai repris cette phrase du président Alpha Condé. Il dit que les problèmes des Africains doivent être réglés par les Africains eux-mêmes. On se souvient, il n'y a pas longtemps, le ministre de la Communication, quelques temps après, le ministre des Relations extérieures, dit que les problèmes du Cameroun, c'est camerouno-camerounais. Est-ce que ces compatriotes qui, eux, vont plutôt chercher en dehors du Cameroun, est-ce que Yaoundé va accepter ce discours? Je voulais d'abord dire, contrairement à monsieur Pascal Fomekon, oui. Monsieur Fomekon, qu'il y a peu de doute que cette lettre ne soit pas classée parmi les lettres des opposants. Il n'y a pas une honte à être opposant. Parce que quand vous dites qu'ils ne vont pas être classés et considérés comme les autres, encore qu'ils n'apprécient pas ce que le gouvernement, non pas que nous soyons d'accord avec ce que le gouvernement a fait, mais ils n'apprécient pas ce que le gouvernement a fait. Ils estiment que c'est pas ce qu'il y avait lieu de faire. Il faudrait qu'on sorte de la logique. Les opposants, soit c'est des écervelés, soit c'est des non, Jean-Baptiste, je crois qu'ils disent que tout ce que le gouvernement a mis je voulais simplement n'a pas porté ses fruits. Oui, mais voilà. Quand vous dites ça, vous croyez que le gouvernement va vous applaudir? Non. Pour revenir au fond de la question, celle de savoir... Le gouvernement dit que les Camerounais peuvent résoudre ces problèmes. Si le fait de faire intervenir l'étranger... D'autres Camerounais pensent que c'est les Africains qui peuvent résoudre. Oui, il faut déjà se féliciter qu'ils ne soient pas allés aussi loin que ceux qui sont à Washington, à Paris et à Londres, qui crient, qui pleurent, qui se roulent par terre pour demander à la reine d'Angleterre de venir régner à Yaoundé. Il faut déjà se féliciter qu'ils soient restés à Addis Abeba, parce que ça encore, c'est tolérable. Mais il faut faire attention, parce que les choses ne sont pas aussi simples qu'ils veulent le présenter. Ils font beaucoup d'erreurs. L'Union africaine n'est pas un organisme africain. Ce n'est pas un organisme pro-Afrique. Même si il s'appelle Union africaine en tant qu'organisme. C'est des chefs d'État, c'est des chefs de gouvernement qui sont en général illégitimes, qui viennent régler les problèmes de juxtaposition entre des États qui se font la guerre alors qu'ils n'ont aucune raison de se faire la guerre. Qui se combattent, qui se créent des problèmes entre eux, pour l'essentiel. C'est ça l'Union africaine. Et qui est financée par l'étranger. Il ne faut pas l'oublier.
Je crois que c'est les Chinois qui ont payé les bâtiments. Le budget, je ne sais plus, c'est l'Union européenne et je ne sais plus qui. Donc, et les réunions, il y a plein d'experts étrangers. Il n'y a pas un agenda africain. Vous ne pouvez pas me citer dans votre vie au quotidien, comme un Européen le ferait, des mesures qui sont venues de l'Union africaine et qui se traduisent dans l'amélioration de la vie quotidienne des Africains. Ça n'existe pas. Pourtant, nous avons une foule incroyable de problèmes que l'Union africaine devrait pouvoir mettre sur la table, discuter et résoudre. Donc, il faut d'abord noter cela. L'Union africaine, ce n'est pas un organisme capable de résoudre la crise qui est au Cameroun. Vous voulez dire quoi? Parce que l'Union africaine exclut seulement les membres, comme c'est le cas avec le Soudan? Encore que cette exclusion-là, très souvent. Cette exclusion-là, quelles sont les conséquences d'une telle exclusion? Sincèrement, quand on a un gouvernement qui massacre une centaine de personnes ou je ne sais pas combien de personnes dans la rue, est-ce que c'est l'exclusion qui va changer? Il faut des mesures plus importantes pour faire partir un tel gouvernement. Pour revenir à la description que je faisais de l'Union africaine, il faut savoir que cette Union africaine-là, c'est le résultat du contraire de ce que les gens qui ont payé, donné leur vie pour que le Cameroun soit indépendant, voulaient qu'il soit. On ne voulait pas que l'Union africaine soit comme elle est actuellement. Les Oum-Yobek qui sont morts pour ce pays ne voulaient pas d'une Union africaine qui réponde à Paris ou à Pékin. Ils voulaient d'une Union africaine véritable. Ce n'est pas ça que nous avons là. Donc c'est très important de le souligner. Deuxième des choses, savoir si recourir à l'Union africaine peut nous aider et si c'est plus légitime. Ils font une Est-ce que Yaoundé va accepter ça, cette proposition? Il faut que Yaoundé... La question. Il y a peu de doute que Yaoundé se penche sur de telles questions parce que Yaoundé n'écoute presque personne. Yaoundé est très sûr de sa force. Elle fait quand même attention à ce que ça ne déborde pas trop. Mais c'est pas ce genre de lettre qui est un peu la copie de plein de propositions qu'on a déjà entendues là, que Yaoundé va écouter particulièrement. Ça va être classé certainement comme les propositions similaires. On va gentiment mettre ça là. Enfin, on imagine. Donc, pour revenir au sujet de fond, ils font une faute sur l'origine de la crise. Parce qu'ils disent, ce qui est convenu d'appeler la crise anglophone commence en octobre 2016, c'est pas exact. Quand vous avez le palu, la fièvre commence, mais c'est pas le moment où la fièvre commence que vous avez le palu, c'est quand le moustique vous a piqué. C'est là où comment on appelle le plasmodium, la bactérie. Oui, la bactérie rentre dans votre corps et puis cause la maladie. Donc j'ai lu toute leur lettre là. Ils ne remontent pas aux sources historiques du problème. La date la plus lointaine, c'est 72. C'est totalement léger. La question de la réunification du Cameroun s'est posée aussitôt que le Cameroun a été divisé. C'est des gens qui sont partis d'ici, d'ailleurs même c'était dans ce village d'Akwa, pour aller de Douala, pour aller réclamer la réunification du Cameroun dès les années 1920, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre. Mais comme ils n'avaient pas les moyens et comme la conscience nationale ne s'était pas encore développée, c'est resté tranquille. Ça a rebondi au fur et à mesure que le temps passait, dès les années 30, 40, avec le mouvement indépendantiste mené par l'UPC notamment. Okay. Je vais terminer, si vous trouvez que je suis long. Et dès le début des années 50, formellement, les Camerounais ont commencé des conférences de réunification. Donc 10 ans avant que Fumban ne se tienne. Ce qu'il s'est produit comme drame et qui a interrompu le processus de la vraie réunification et qui a causé la mauvaise réunification qui est en train de faire souffrir le pays maintenant, c'est l'intervention des colons qui ont interdit l'UPC dans la partie francophone et dans la partie anglophone. Ça, les gens ne le soulignent pas. Dès lors, le parti qui était le parti moteur de la réunification, dès qu'il a été expulsé, ils sont restés faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire une mauvaise réunification qui réunifiait le pouvoir des dirigeants de piller le pays en complicité avec l'étranger et de le mettre dans l'esclavage dans lequel il s'est trouvé. Donc tous les problèmes qu'il souligne là, le sentiment de frustration de nos compatriotes anglophones, c'est né de là. S'ils ne le reconnaissent pas, si on ne le dit pas, on ne peut pas résoudre la crise anglophone. Ça, il faut que ce soit un préalable et que tout le monde ici, comme en dehors d'ici, tombe d'accord là-dessus. On ne peut pas résoudre la crise anglophone si on ne reconnaît pas que c'est l'exclusion
des réunificateurs véritables et la corruption des élites camerounaises, qu'elles soient anglophones ou francophones, qui a causé ce problème. Ok, André-Marie Dibamou, je maintiens ma question. Hein. C'est-à-dire, on a suivi le MIREX, on a suivi le MINCOM. Tout à fait. Le Cameroun doit régler ses problèmes. Voilà que d'autres Camerounais pensent qu'on doit sortir du triangle national. Peut-être parce que nous, on a failli. Tout à fait. Je commencerai par reconnaître que c'est très difficile, ça devient de plus en plus difficile de parler de ce sujet parce que depuis 3 ans, tout le monde en parle dans les médias. Pour moi, c'est la première fois que je suis sur un plateau de télévision pour en parler, mais on en parle tellement de propositions. Alors, vous avez évoqué le cas du ministre qui estime que, c'est-à-dire des membres du gouvernement, le gouvernement de la République, qui le dit, il y a une très belle doctrine, légende populaire, qui dit qu'on ne peut pas être jugé parti en même temps. Donc je pense que la faiblesse de cet argument qui voudrait que les problèmes soient résolus au niveau du Cameroun, c'est que l'État du Cameroun est en même temps parti à un certain nombre de conflits, notamment, je pense à ce qui se trouve dans des juridictions internationales également. Et c'est là où je reviens sur l'intervention de M. Jean-Baptiste Ketchatin, qui insistait sur la légitimité, ou si vous voulez, sur le caractère juste ou pas de la proposition de nos compatriotes, en remettant, si vous voulez, un peu en cause un certain nombre de repères historiques qui ont fondé leur engagement ou l'initiative de cette lettre. Pour dire qu'en réalité, nous ne devons pas faire le procès de cette initiative. En ceci, je sais que vous ne le faites pas, mais on peut avoir l'impression de l'autre côté de l'écran, de la caméra, qu'on faisait le procès de ceux qui ont fait ceci et en leur disant, écoutez, vous faites un coup d'épée dans l'eau, mais c'est des propositions, nous devons les accueillir toutes avec les bras ouverts. Le gouvernement, comme nous qui avons accès aux médias et qui sommes censés éduquer et informer. Donc je pense que notre devoir également, c'est de situer cette situation par rapport à un contexte. Si nous revenons à 1920, comme vous le dites, alors on va à l'ONU, on ne va pas à l'Union africaine. Alors, non, mais on va à l'ONU, c'est ça? C'était la SDN. Voilà, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, l'ONU. Donc on va au système des Nations Unies. Donc, alors justement, ceci dit, nous ne voulons pas du système des Nations Unies parce qu'ils ne vont pas prendre en compte nos aspirations. Mais ce que je voudrais dire, Serge Alain-Autou, c'est que il y a dans cette lettre, et c'est là où je serais tenté de relever des limites. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Baptiste sur un certain nombre de choses, mais je suis d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. Notamment, je crois qu'il va se retrouver là-dedans, c'est on a mélangé la crise anglophone avec la crise post-électorale. J'ai pas vu vraiment le glissement. Et c'est à ce niveau-là que l'État peut légitimement estimer qu'il y a vice de procédure, ou à tout le moins, on a mélangé les patates avec autre chose. De la crise anglophone à la crise post-électorale, qu'est-ce qu'il y a antérieur? Ou est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la crise anglophone, dite anglophone, and I'm very sorry because of that. This is a bilingual plateau, okay? So we can speak to our compatriots in English as well as in French. Donc, la crise anglophone, la crise dite anglophone, je me dis, quel est le rapport avec la crise post-électorale? Et si on arrive à trouver un rapport entre la crise anglophone et la crise post-électorale, au point de demander une solution qui serait à la fois solution à la crise anglophone et à la crise post-électorale, vous voyez, à la gymnastique, moi-même à en parler à la télé, c'est difficile. Donc, c'est sur ce point-là seulement, de mon point de vue, et c'est une faiblesse, j'aimerais bien vous écouter sur la question, que je pense qu'on aurait pu séparer les deux cas et traiter d'abord d'une question. Mon frère a parlé d'un contentieux historique. Mais comment on peut diluer un contentieux historique? Sauf qu'il ne l'a pas désigné. C'est pas... Je veux dire, on a parlé d'un contentieux historique, mais on le dilue, mais très facilement avec un contentieux post-électoral. Même si il s'agit d'une élection présidentielle et donc l'importance n'est plus à démontrer. Pour moi, il y a eu une faiblesse ici de penser que l'ombudsman qui arrive, c'est-à-dire le médiateur qui est proposé. Alors,
quel est le dossier qu'on lui propose sur la table? Est-ce le dossier de la crise anglophone? C'est vrai, il y a eu des arrestations. Est-ce que c'est le dossier de la crise post-électorale? J'ai ma petite idée et ce serait malhonnête de ne pas donner mon idée et poser simplement la question. Oui. Alors, je pense que, de mon point de vue, l'Ombudsman viendrait résoudre essentiellement le problème de la crise anglophone. Et il va s'arrêter là, sa mission s'arrête là. Parce que c'est la crise anglophone qui est à l'ordre du jour en ce moment. Maintenant, la crise post-électorale est en train de suivre de prendre une proportion internationale. Je crois que nous sommes tous au fait des évolutions de l'actualité. Donc c'est un autre terrain. Maintenant, si il faut sortir du terrain judiciaire, parce que c'est cela qu'il est question, pour venir à ce terrain qui est extra-judiciaire. Parce que ce qu'il demande là, c'est pas à la Commission des droits de l'homme, c'est pas à la Cour africaine de justice, mais c'est bien à la commission des chefs d'État, c'est à la commission de l'Union africaine qui s'adresse. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une bataille juridique, nous sommes à une solution essentiellement politique. Et qui dit solution politique, dit bien sûr cheval de Troie ou alors serpent de mer. Ok, Pascal Fomocon, justement, ils ont fait un lien avec la crise post-électorale parce qu'ils disent qu'il y a une incontestable instabilité qui est née du fait de cette crise post-électorale. Donc oui. Ils ont établi un lien. Oui, et tout ça fait que le Cameroun, depuis bientôt 3 ans, n'est pas stable. Oui, voilà, Serge. Je crois, j'ai eu l'occasion dans plusieurs plateaux de télévision de dire ceci, je le redis encore. Je crois pourquoi est-ce qu'il faut associer les deux? Justement, non, je crois que c'est très simple. Quelles que soient les réalités de fond, quel que soit ce qui s'est passé, le Conseil constitutionnel et tout le temps, aujourd'hui, il y a un nom qui est connu. Le Cameroun, c'est un tout petit pays. Quand vous êtes à l'extérieur du Cameroun, il y a un nom qui est connu en dehors du Cameroun, c'est M. Biya Paul, avec son gouvernement. Là, je souhaiterais qu'on n'entre pas dans les sensibilités et c'est pour cela que je reviens toujours à cette lettre qu'ils ont émise. Enfin, moi, de ma part, je vois un peu cette lettre-là comme une introduction à des choses plus importantes. Mais vous voyez, ce qui nous manque habituellement, je crois même dans les plateaux de télévision, c'est les gens, nous venons tous en donneur de leçons. C'est malheureux. Chacun vient, c'est moi qui connais le fond de la chose. Moi, je vois là des Camerounais qui sont assis, ils ont l'amour pour leur patrie, les larmes aux yeux, ils essayent d'introduire quelque chose qui puisse, parce que si vous voulez converser, si vous voulez dialoguer avec quelqu'un, il faut déjà dire quelque chose qui l'intéresse à ce que vous puissiez dialoguer. Mais ouais, je vais un peu cueillir sur l'intervention de mon copanéliste, Jean-Baptiste Kitchakin, qui dit par exemple une intervention qui pourrait faire chasser le gouvernement en place. Ça, c'est des choses que graduellement, nous devons éviter. Quelle que soit votre prise de vue, nous devons éviter. Il faut avoir des manières pragmatiques d'apporter ces choses. Et je crois, ces gens-là, ils nous apportent une entrée de solution sur laquelle on peut s'asseoir là sur la table et discuter. Oui, je veux peut-être mentionner ici, peut-être pour chuter, Serge, peut-être pour mieux me faire comprendre, j'ai eu l'occasion de m'asseoir, on a fait près de 2 heures avec mon ami Eli Smith, voilà. Eli Smith qui en fait est en train de reprendre le moment qui avait déjà pris l'intérim, mais maintenant il est en train de conduire le All Anglophone Conference. Je lui ai dit les choses dans ce sens-là. Il ne sert à rien de vous dire tu es mon ennemi. Tu le dis déjà à quelqu'un, mais il ne converse plus avec toi. Cherchez un terrain d'entente. Asseyons-nous, voyons ce qui manque, évoluons ensemble. Parce que chacun a toujours une raison sur laquelle il se tient. Donc moi je pense encore, pour revenir à cette lettre-là, évitons les positions de donneurs des leçons. Évitons des positions comme faire partir le gouvernement. Si c'est 90% des Camerounais qui pensent, dans tous les cas, c'est ce gouvernement-là qui est en place. Donc je crois que c'est important de voir ça déjà. Serge Bicoy. Oui, il y a 3 éléments que je souhaite justement... sur lequel je voudrais justement intervenir. Premièrement, Jean-Baptiste Kitchakin a parfaitement raison. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que sur le plan de l'orientation formelle du document de ses compatriotes à l'étranger, il y a à redire. Parce que la crise sociopolitique ou bien la crise anglophone n'a pas débuté. Ou bien on ne peut pas situer l'historicité de la crise sociopolitique et en l'occurrence la crise anglophone en octobre 2016. C'est un débat ancien qui a ressurgi en octobre 2016 avec des revendications des magistrats, des avocats et des enseignants. Est-ce qu'avant on parlait de crise?
Vous dites? Est-ce qu'avant, on parlait de crise? En 2016, avant 2016. Avant, il y avait un débat sur le contentieux historique. Je me souviens qu'il y a des experts, il y a 3 personnalités du pays qui ont travaillé là-dessus. Oui, vous comprenez donc, il parle de 2016 oui. comme début de la crise. Oui. Ça, nous sommes tous d'accord. On n'en disconvient pas. Mais, comme il a pris la métaphore de la maladie tout à l'heure, on ne peut pas se préoccuper de focaliser l'attention sur les conséquences de la maladie, alors qu'il y a des causes. Oui. Il y a un soubassement qu'il faut véritablement mettre en parallèle de manière à statuer sur le débat de fond. Parce qu'en réalité, tout part du retour à l'État fédéral qui est aujourd'hui questionné. On parle du 20 mai 1972. On peut même aller en arrière pour parler de 1961 avec en toile de fond cette problématique de l'indépendance. Donc il y a tout un débat qu'il faut véritablement convoquer sur le statut historique de la naissance du contentieux historique. Ça, c'est un préalable. Deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir, c'est qu'en réalité, lorsque André-Marie Dibamou dit que on ne peut pas associer les deux valences ou bien les deux invariantes de la crise anglophone d'une part et la crise sous-politique d'autre part. En fait, moi je sais l'être en 2 temps. Le premier temps, ce qui est le moment majeur, c'est la crise anglophone. Et le moment accessoire, dans la lecture sémiotique du texte, c'est la crise sous-politique actuelle dont il ne faut pas faire tabula rasa. Parce qu'en réalité, on ne peut pas se décider à résoudre un problème de fond qui est crucial en évacuant illico presto des questions éminemment accessoires. C'est un problème de fond. Parce qu'il y a un problème qui va demeurer. C'est pour cela qu'il faut établir la corrélation entre la crise anglophone et la crise sous-politique qui est née lors du contentieux post-électoral. Vous voyez bien qu'il y a le champ sémantique de la crise. Crise anglophone d'une part et crise sous-politique d'autre part, naissant justement lors du contexte post-électoral. Vous avez le contentieux historique d'une part et le contentieux électoral. Donc on ne peut pas évacuer la seconde crise que d'aucuns peuvent considérer comme accessoire. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, oui, lorsque Pierre Foumécon dit par exemple qu'il faut éviter, Pascal allez, je dis, il faut éviter un ensemble de thématiques, chasser le gouvernement. Attendez, il faut savoir que l'enjeu de fond de la crise actuelle porte sur la dimension de la transition politique. Il faut pas fermer les yeux là-dessus. Nous sommes dans un contexte où le débat de fond qui est à l'heure actuelle porte sur la focalisation sur la transition politique. Et par conséquent, on ne peut pas également nier le fait de parler du changement à la tête de l'État, d'où la dynamique de la tenance politique. C'est pour cela que, peut-être que chasser du chef de l'État à la tête du pouvoir, c'est peut-être prosaïque, ou bien trivial, ou bien même rustre. Mais il faut plutôt parler du débat sur la transition politique, parce qu'en réalité, lorsque l'on passe 37 ans au pouvoir, il y a l'usure du pouvoir qui règne, il y a un ensemble de faiblesses, il y a un ensemble de dysfonctionnements qui règne et que d'aucuns dénoncent depuis 37 ans déjà. Et aujourd'hui, il faut véritablement problématiser le débat sur la transition politique. Ok. Oui, justement, c'était pour éviter cette gymnastique qui allait nous conduire à un hors-sujet, entre guillemets, qu'il ne fallait pas faire la corrélation entre la crise, même si de façon sémantique, vous l'avez reconnu, et ça ne reste que sémantique, c'est-à-dire dans le champ lexical de la crise, à la fois du contentieux post-électoral et la crise anglophone ou la crise... dans les régions nord-ouest et sud. Non, la crise post-électorale. Oui. Donc je voudrais que l'on se comprenne sur ce principe. Dans le principe de la résolution, nous sommes là dans les solutions à un problème. On fait un problème, une solution. Un problème ou plusieurs solutions. Pas plusieurs problèmes et une seule solution. Pourquoi vous évacuez d'autres problèmes? S'il vous plaît. Il y a un problème essentiel qui est principal et un problème secondaire. La méthode est très importante et parfois la méthode est plus importante que le résultat. Voilà. Vous savez pourquoi on n'a pas eu de résultat jusqu'à présent? Pourquoi nous sommes sur le plateau depuis 3 ans, 4 ans? Quand je dis nous sommes tous responsables quelque part de cet échec. Vous savez pourquoi? Non, attendez. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse. Il y a la dynamique des gouvernants et la gouvernée. J'ai la faiblesse. La priorité pour résoudre un problème systématique. J'ai la faiblesse. Mais chacun en son temps. Et c'est peut-être parce que vous parlez comme ça que la solution ne peut pas venir sur le plateau. Mais comprenons-nous un tout petit peu. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une solution
à la fois pour un problème ou plusieurs solutions, propositions de solutions. Ils ont fait ici une multitude de propositions de solutions pour la crise anglophone, c'est-à-dire ils ont donné des noms, c'était pour la crise anglophone. Et vous allez remarquer, et cela ne vous a pas échappé, qu'ils n'ont fait aucune proposition sur la crise post-électorale, en tout cas en matière de solutions séparées de la solution à la crise anglophone. Et cela nous laisse à nous la liberté d'analyser, de comprendre qu'en réalité, monsieur celui qui vient pour la résolution de la crise anglophone, vient également ouvrir le dossier de post-électoral qui, pour une partie, s'est achevé au Conseil constitutionnel, pour l'autre, se trouve en train auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et d'autres au Curatorium des droits des Nations Unies, un peu partout dans le monde. Alors, je voudrais que si on a élargué cette difficulté, ou si on a élargué cette difficulté de la clarification des rôles et des acteurs sur les solutions qu'il faut apporter, à ce moment, on peut avancer dans le débat. Parce qu'on va sortir de cette émission en n'étant pas tout le temps d'accord sur quelle est la solution qu'il fallait apporter. Ce qui est normal. Non, c'est pas normal, parce que pour le téléspectateur... On n'est pas obligé d'être sur le même... Si vous permettez, Je voudrais bien que l'on avance sur le débat. Vous permettez à Jean-Baptiste on va pas aussi. rester sur un débat parce qu'on n'avance pas. Mais je veux dire qu'on va avancer au moins sur le débat si on ne s'entend pas. On est là dans la dialectique de la Tout à fait. Mais on ne s'entend pas, mais on avance. Donc ce que je voudrais qu'on avance, M. Cédric, je chute vraiment là-dessus, c'est qu'on essaye de faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on sépare les résolutions. Et ce n'est que parce qu'on aura séparé qui trop embrasse mal les trains. Donc on ne pourra pas résoudre, on ne pourra pas trouver l'homme providentiel, fût-il camerounais ou africain de haut rang. Moi j'ai entendu le cardinal Toumi, j'ai entendu plein d'autres personnes. Mais il faudrait que l'on aille pas par pas et que l'on résolve progressivement. Et je veux même aller plus loin et dire que j'ai jamais fait de proposition. Peut-être que je dirais que on devrait résoudre à la fois le problème des enseignants, on le résout séparément de celui des avocats, et ainsi de suite. Et puis on dit sur la question des enseignants ou la question du système, voici ce qu'on apporte. Mais si on veut mélanger, vous savez ce qu'on a, la solution qu'on a, elle est toute facile, vous savez laquelle? D'ailleurs, vous l'avez émise, c'est-à-dire on fait le procès de 37 ans de gouvernance et on se dit, il s'en va et la solution, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Voilà, vous permettez donc que je lise ce passage qui fait débat. À la guerre civile qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest est venue se greffer une grave crise politique née de l'élection présidentielle controversée du 7 octobre 2018 au Cameroun. Monsieur Maurice Kamto, arrivé officiellement deuxième à la présidentielle, et plus de 200 de ses militants croupissent en prison depuis plus de 3 mois pour avoir contesté les résultats de cette élection. Une incontestable instabilité politique s'est aujourd'hui emparée du Cameroun et lui fait courir des périls encore plus grands. Jean-Baptiste Ketchatin, lorsqu'on suit le débat ici, il ne devait pas évoquer cet aspect? Bon, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'évoquer ce qui lui passe par la tête. Oui. Mais comme vous nous aviez convié pour parler de la crise anglophone, voilà. Vraiment, on ne va pas s'occuper des affaires des arachides quand on parle des affaires de l'alimentation de tout un pays. Tout à fait. Ceux qui veulent s'amuser à faire ce petit jeu-là, s'accrocher sur la crise anglophone pour aider M. Kamto à sortir de la situation dans laquelle il s'est mis tout seul comme un grand, libre à eux. Mais ce n'est pas du tout sérieux. J'ai entendu un de ses représentants ici dire un jour que si M. Biya part, 90% des problèmes de la crise anglophone est résolu. Et c'est ce genre d'attitude-là qui pousse les gens à penser qu'ils cherchent peut-être autre chose plutôt que la crise anglophone. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est la crise anglophone. Parce que ça, c'est important, c'est sérieux. La question de savoir qui est président de la République, vraiment, permettez-moi de cette expression, on n'en a rien à faire. C'est pas important. C'est la politique qui est menée qui est importante. Et c'est dans ce sens-là que je souhaitais dire à M. Fumokon que quand on a raison, quand on exprime son point de vue et on estime qu'on a raison, on n'a pas à se cacher. On n'a pas à s'excuser d'avoir raison. Parce que quand vous ne dites pas qu'ils cherchent à faire partie, le président, ils vont chercher les Occidentaux pour faire partie, M. Biya. Est-ce que c'est faux? C'est bien ce qui se fait. On voit des gens parcourir le monde entier, réclamer des interventions étrangères au Cameroun. Et ça, c'est le cas de 99% des gens qui sont dans l'opposition. Et peut-être quelques-uns qui sont au RDPC qui en ont aussi un peu marre de voir la tête de M. Biya. Mais
On ne peut pas faire comme si ce n'était pas un problème, au point de nous dire il ne faut pas les heurter. Pourquoi on ne les heurterait pas? C'est important de dire à nos compatriotes que ce type de comportement-là n'est pas admissible. Ça ne se fait pas. Si vous regardez tous les pays du monde qui sont relativement bien développés, quand je dis développés, c'est de leur propre point de vue, c'est des gens qui sont stables, équilibrés, qui vivent chez eux sans créer de problème ailleurs. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a un problème en France et que quelqu'un aille appeler Angela Merkel pour le résoudre. Vous voyez le sort qu'on fait à Madame Le Pen pour avoir emprunté de l'argent dans une banque russe. On dit, mais c'est antipatriotique, vous êtes en train d'essayer de déstabiliser le pays pour un emprunt. Imaginez si elle avait demandé à M. Poutine de venir l'aider à gagner l'élection. Vous avez vu tout le combat qu'il y a eu au point de mettre le président Trump presque en jugement à cause d'un soupçon d'implication de la Russie. Donc nous les Africains, nous devons, le nom de mon parti c'est Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance, nous devons nous rendre indépendants dans nos têtes. Il y a des comportements qui ne sont pas admissibles. Ça, nous n'avons pas à nous cacher pour le dire. Non, sincèrement, quand vous le dites, ça donne l'impression que nous... Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Ok, j'aimerais juste dire une chose. Voilà, je crois, tout en respectant votre point de vue, je dirais, pour 37 ans, vous avez fait cette approche. Elle nous a menés où? Pourquoi je vous pose cette question? Quand vous dites s'il vous plaît, quand vous dites vous, c'est qui? Non, je veux dire, enfin, ce qui m'arrive qu'il faut dire, il faut appeler A et B. En fait, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, parce que nous, on a désigné des vérités. Je dis, par exemple, votre parti, vous dites que, vous avez dit un mot tout à l'heure, vous avez peut-être entre guillemets chassé. Oui. Le président Biya, ça c'est bien dit. Bon, maintenant, je dis, vous citez des pays comme la France, oui. Vous citez les États-Unis. Ça, c'est des grands pays démocratiques où c'est assis. Mais je vais vous poser une question, n'est-ce pas? Vous savez, jusqu'aujourd'hui, pas seulement la Corse, il y a beaucoup de problèmes en France. Oui. C'est ce genre de problème que nous vivons. Oui. Vous avez vu une usine être brûlée? Vous avez vu une usine? Mais qui brûle les usines? S'il vous plaît, non. Le problème n'est pas qui brûle les usines. Ah bon? J'ai eu l'occasion, non, je vais vous dire, j'ai eu l'occasion sur un plateau de dire, après le feu qui a écumé l'hôpital de Kumba, j'ai dit, le problème que nous avons dans le pays, et je suis en train de me rendre compte, j'avais raison. Ce n'est pas que, est-ce que c'est les sionistes qui ont brûlé? Est-ce que c'est les militaires? Là n'est pas le problème. Quel est donc le problème? Écoutez, laissez-moi parler justement. Non, c'est moi qui vous ai donné la parole. Vous l'avez pas justement, attendez, parce que on peut être adversaire politique. Voilà, vous êtes en politique, vous pouvez avoir des adversaires. C'est pas des ennemis. Parce que quand on en arrive à brûler un hôpital, ça veut dire on est maintenant, on ne connaît plus le bien général. Mais on qui, vous ne désignez pas. Vous ne non, s'il vous plaît, je vous ai donné la parole, mais je crois que vous me perdez du temps. Laissez-moi reprendre le Non. Si vous me permettez de faire. Écoutez, monsieur Fomekon, je vous ai donné gentiment la parole. Je n'étais pas obligé. Mais je vois que vous nous perdez du temps. Nous, on dit, les opposants des partis SDF, MRC, UDC, etc., tous ces gens qui sont sortis du RDPC et qui se retrouvent dans l'opposition et qui appellent l'étranger à intervenir, ils commettent une faute, un crime contre le pays. C'est clair. Nous, on a donné des noms. Si vous êtes d'accord avec eux, vous pouvez aller les rejoindre. Mais nous vous disons que ça, c'est un crime contre le pays. Et pour revenir sur... Parce que quand on vous donne la parole, vous ne dites pas qui. Nous, on vous désigne clairement. Si vous faites ça, sachez que si ce n'est pas aujourd'hui, demain, votre nom sera écrit dans les pages noires de l'histoire de ce pays. Écoutez, si vous me permettiez de... Laissez-moi finir. C'est pas le ping-pong. C'est pas le ping-pong entre vous. Non, c'est pas le ping-pong. Oui, permettez, Jean-Baptiste, vous terminez. Maintenant, sur le sujet de fond, parce que tout à l'heure, on disait, est-ce que l'Union africaine peut faire... Nous, on a dit, il y a peu de chances que l'Union africaine puisse jouer un rôle efficace. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Accepter cette proposition, hein, c'est une proposition de nos compatriotes. Ce sont nos frères. Oui. Nous, dès le début, je vous ai dit que nous souhaitons que tous les Camerounais s'expriment et qu'on puisse classer les interventions par groupe, que ceux qui pensent ainsi, qu'ils le fassent. Mais on ne peut pas, de notre point de vue, faire des propositions qui nient et qui bafouent l'histoire du Cameroun. Quand des gens écrivent qu'en 72, une république fédérale a été... le Cameroun fut jusqu'en mai 72 une république fédérale pour prendre en compte son passé colonial. Ça veut dire quoi, prendre en compte son passé colonial? Au point de dire un État est content, un État francophone et un État anglophone. Qu'est-ce qu'ils appellent un État francophone, un État anglophone? Le français et l'anglais étant les deux langues administratives officielles du pays. Mais mon Dieu. En 60, quand le Cameroun est indépendant, combien de Camerounais parlent français?
jusqu'à aujourd'hui, combien de Camerounais parlent français? Non. Quand on cherche les causes profondes, comme ils ont dit, le gouvernement ne s'est pas préoccupé de retrouver les causes profondes, il faut avoir le courage d'aller au bout. Ils ont parlé de francophonisation et ils vont à l'Union africaine pour poser un tel problème. Qui ne sait pas dans ce pays que c'est le gouvernement d'Ahidjo, mandaté par la France, qui a décidé de francophoniser les anglophones? Qui ne le sait pas? C'est écrit noir sur blanc dans les mémoires de Foucault. De Gaulle qui dit à Ahidjo, dans les années 60, ce n'est pas une affaire d'hier. Si vous continuez à laisser les anglophones parler anglais, vous aurez 2 pays. De ce point de vue, au moins, il avait raison. C'est-à-dire que quand dans un pays qui sort juste de la colonisation, quelqu'un qui est à Bamenda, il a une histoire du Cameroun. Quelqu'un qui est à Douala, il a son histoire. Celui qui est à Garoua, ça fait autant d'histoires qu'il y a de gens. Le résultat, c'est celui-là. Pourquoi est-ce que il ne pose pas le problème en ces termes? Le Cameroun, je souhaitais vous le dire, M. Fomekon, ce n'est pas un jouet. Il ne faut pas laisser l'endoctrinement de l'intervention étrangère gagner le champ politique et gagner les esprits. Parce que si nous continuons ce jeu-là, nous allons avoir autant d'Ambazonie qu'il y a de régions dans le pays. Parce que la plupart des jeunes anglophones de nos compatriotes anglophones qui parlent là, ils ont une histoire du pays à part. Okay. Vous entendez des jeunes qui croient sincèrement que les francophones sont une réalité à part. L'histoire du pays, ce n'est pas celle que je viens de résumer là, etc. etc. Okay. Et pour finir, parce que tout à l'heure on a parlé de crise, et dit que est-ce que c'est la crise ou le problème? On peut être en crise sans bagarre, sans mort. Une crise commence, elle naît, elle grandit. Et c'est au moment où elle est mûre. Parce que les jeunes qui meurent là, ils ont quel âge? 25, 30 ans. Ils ne connaissent pas 90. Ils ne savent pas que le prétendu problème anglophone dans ce pays, un certain Fundi, sorti de son anglophonie, soit puisque Fundi est entré dans la bataille politique hors du RDPC comme représentant des problèmes anglophones. C'est quand il a vu que le SDF était en train de se répandre qu'il a dit oui, il est un leader national. Monsieur Fundi a été élu en 92. Quels que soient les résultats qu'on prend. Comment est-ce que dans un tel pays, les gens peuvent penser que la solution pour résoudre le mal-être des anglophones, c'est de couper le pays en deux et on se met à discuter de ça. Ok, merci. Nous allons passer voir Nadine Yambou. Bonsoir Nadine. Bonsoir Serge Alain Autou et bonsoir aux invités d'Equinor Soir. C'est vendredi, Nadine Yambou est là. Nadine, au menu ce soir. Alors, ce soir, Serge Alain Autou, nous parlerons de la rentrée solennelle du barreau. Ce vendredi, à Yaoundé, l'instance a appelé à la libération de leur consoeur. Maître Michel Ndoki, incarcéré depuis près de 4 mois à la prison principale de Yaoundé. Donc, nous ferons le point au cœur de ce journal. Également, nous ferons le point sur le paiement des souscriptions. Les souscripteurs de la MIDA, face à la presse ce jour à Yaoundé, le gouverneur de la région du centre affirme que plus de 8600 personnes sont déjà passées à la caisse. La série Paul Béa annonce également que d'autres dossiers sont en cours d'étude. C'est à suivre au cœur du 20h. Dans ce journal, nous irons également prendre des nouvelles de l'incendie à la Sonara au thème de la réunion de crise de la mission interministérielle tenue à Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun. On apprend qu'un audit sera donc effectué afin d'identifier les causes réelles des flammes qui ont entraîné l'arrêt de la production pour 8 mois. Et signalons également, Serge Alain, que durant cette période, seules les régions de l'ouest, du nord-ouest ainsi que du sud-ouest seront approvisionnées par la Sonara. C'est donc tout pour le moment, Serge Alain Autou. Voilà, vous retrouvez donc Nadine Yambou comme tous les vendredis pour le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinor Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 débatteurs. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes toujours sur Equinor Soir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, madame, monsieur. C'est toujours en compagnie de Jean-Baptiste Ketchatin, André-Marie Dibamou, Pascal Fomekon et Serge Aimé Bikoy.
On va commencer avec cette affaire dite Mida. On a comme l'impression que c'est devenu une affaire d'État. Oui, l'affaire Mida devient une affaire d'État pour quelle raison? Parce que tout est parti de la façon dont les autorités officielles avaient décidé de démanteler la mission internationale pour le développement de l'Afrique, qui était au départ une simple structure paramilitaire, mais dont les objectifs avaient curieusement interpellé les autorités pour chercher à savoir quels en sont justement les déterminants et les enjeux. Et c'est la raison pour laquelle on s'est davantage rendu compte qu'il y a une dimension de mercantilisation que l'on peut davantage constater. Lorsque vous souscrivez par exemple à tel montant, vous avez un montant supérieur à la fin de la formation. Mais il y avait la formation militaire, il y avait justement la quête d'un ensemble de ressources financières. Mais aujourd'hui, on ne voit pas... Vous dites bien, vous souscrivez, oui. Et à la fin de la formation, vous êtes... Vous bénéficiez d'un montant qui est élevé. C'est-à-dire, si vous souscrivez par exemple à 125 000, vous pouvez avoir 175 000. Si vous souscrivez par exemple à 75 000, tout dépend du nombre de mois. De toutes les façons, il y avait toujours un montant élevé que vous devez percevoir à la fin de la formation. Tout dépend maintenant de la nature des cotisations ou bien de la souscription, soit individuelle, soit sous la bannière des associations. Mais ce qui était véritablement questionné, c'était le processus de la traçabilité ou bien de la lisibilité de la perception de ces montants. C'est pour cela que lorsque l'on est allé notamment au siège à Hala, on s'est davantage rendu compte qu'il y avait des milliards qui étaient empaquetés. C'est pour cela que le gouverneur de la région du centre et le préfet du Foudi avaient décidé d'y voir plus clair. C'est ainsi que l'on s'est davantage rendu compte qu'il y a eu une récupération de cette affaire qui était au départ associative, mais aujourd'hui qui devient une affaire d'État parce qu'il faut véritablement démanteler les responsables qui sont aujourd'hui inclus à la prison centrale de Yaoundé. Donc, cette affaire nous avait permis davantage de réfléchir sur la dimension de la captation du gain facile qui alimente aujourd'hui un ensemble de personnes, parce qu'on ne peut pas davantage se décider à aller s'associer justement à un projet déterminé sans que l'on ne voit véritablement qu'il y ait un effort déterminé qui est déployé par les différents souscripteurs qui étaient au nombre de 17 000. Donc à ce niveau-là, on peut davantage questionner, mais aujourd'hui, il y a un ensemble de revendications et des réclamations qui sont faites par les différentes personnes qui n'ont pas justement eu accès à leurs finances qu'ils avaient justement dépensées. Ok, Jean-Baptiste Ketchatin, vous retenez aussi, c'était le gain facile, c'est ça qui a entraîné beaucoup de nos compatriotes dans cette affaire? Oui, et surtout le manque de surveillance des autorités. Parce que l'affaire n'était pas, quand vous la regardiez à première vue, on ne savait même pas qu'il y avait une affaire d'argent. Voilà. On vous disait, on fait des formations à motiver les gens au patriotisme, au bon comportement, au civisme, à entreprendre, à investir. Donc c'est facile de se laisser embobiner surtout dans un environnement comme le nôtre où les difficultés économiques et sociales d'emploi sont extrêmement importantes. Donc dans cette affaire, il faut surtout regretter que n'importe qui aurait pu se laisser prendre dans cette affaire. Il faut regretter que les autorités n'aient pas eu davantage fait attention à ce qui se passait là-bas. Ça se passait sur la place publique avec leur bénédiction, puisque moi j'ai regardé des vidéos sur les chaînes de télévision publiques, sur les réseaux sociaux là. On faisait des reportages, je ne sais pas si c'était des publics reportages, pour annoncer l'activité de cette, je ne sais pas si c'était une association ou une ONG. Donc, d'un certain point de vue, ceux qui se sont laissés emporter, parce que lorsqu'on vous demande de déposer 50 000 francs pour gagner le double, mais vraiment, sauf si vous êtes un usurier, vous avez l'esprit d'un usurier, vous devez immédiatement comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous-même venez de dire que tout le monde aurait pu se faire à première vue, c'est-à-dire, si on vous demande... Là, vous dites que si vous donnez 50 000... Oui, mais quand on vous demande d'investir pour une formation qui va permettre peut-être de vous trouver un emploi, vous rentrez d'abord dans le jeu. Mais lorsqu'on vous dit, voilà ce que vous allez gagner,
il faut bien vous demander, mais comment est-ce que ça va être produit? Okay. À première vue, quand on vous demande, venez, vous faites des exercices, parce qu'ils faisaient des exercices physiques, ils faisaient des exercices de motivation. C'était une espèce de formation paramilitaire aussi. Je ne vais pas dire paramilitaire, parce que on fait du sport, on fait de la motivation, de l'éducation civique. C'est bien. Okay. Mais après, quand on commence à parler de l'argent, bon, parce que comme on ne parlait pas de l'argent en public, les gens qui y sont allés auraient dû faire attention. Et surtout les autorités, parce qu'elles sont promptes à nos autorités à aller empêcher les marches, empêcher les gens qui veulent s'exprimer dans la rue, etc., etc. Mais pour des choses aussi importantes que celles-là, des milliards quand même, c'est pas... Ça ne couvre pas les... Voilà, André-Marie Dibamou, entendre, écouter Jean-Baptiste Ketchatin, il dit qu'au départ, l'État a un peu failli en n'ayant pas un regard sur l'affaire. C'est pour se rattraper qu'on voit tout ça. Parce qu'on voit, c'est une affaire suivie particulièrement par le gouverneur de la région du Centre. Qui en a fait une affaire personnelle. Oui. Déjà, je commence par le féliciter, le gouverneur. Oui. Donc, à travers lui, le gouvernement, parce que les souscripteurs commencent progressivement à rentrer en possession de leurs dû. Vous savez, avant, il n'y avait pas que l'affaire Mida au tribunal, mais il y avait également des milliers de Camerounais qui avaient misé de leur argent, c'est-à-dire le fruit de leurs économies. Et pendant quelques temps, on a pensé que c'était fini. Mais voilà que l'argent qui a été saisi lors de l'intervention des forces de sécurité, accompagné par le gouverneur de la région du Centre, il y a quelque temps, on est en train de progressivement remettre à César ce qui lui appartient. Alors, est-ce qu'il y a eu, on va dire quoi, il y a eu une sorte d'erreur ou de laxisme de la part du gouvernement? Je dirais même, et je vais vous surprendre, que curieusement dans cette affaire, le gouvernement a été proactif. C'est-à-dire que ce n'est pas après qu'il y ait catastrophe ou problème que le gouvernement a agi, jusqu'à ce que il y ait l'intervention des forces de sécurité au sein de Mida à Ala, il n'y avait encore eu aucun problème, ni de la part des personnes qui ont souscrit, ni de la part de ceux qui étaient en formation. Et contrairement à ce que j'ai entendu, il y a des témoignages des personnes, y compris à l'étranger, qui disent « Nous avons reçu notre argent, nous avons misé 50 000 pour prendre votre exemple, et nous avons reçu 100 000 francs. » C'était motivant. Et il y a des personnalités, vous dites qu'il n'y avait pas de l'argent. Non, on voyait de l'argent à la télé, des cantines. Ah oui. Et c'est ça qui était inquiétant. Et parfois, le seul tort de l'autorité, et peut-être c'est pourquoi l'autorité administrative se rattrape aujourd'hui, c'est d'avoir donné une caution morale en assistant parfois à des grandes manifestations publiques. Il n'y a pas que l'État, il y a des stars, des artistes, des grands journalistes également. Bref, tout le monde, et c'est là où je suis d'accord avec vous, Monsieur Jean-Baptiste Ketchatin, nous avons été pris de court. Mais il y a eu une anticipation. Est-ce qu'on allait arriver à l'histoire de Bernard Madoff ou pas? On ne peut pas encore le dire actuellement. Mais ce qu'on félicite, c'est que ceux qui auraient souscrit, nous n'avons pas s'ils sont remboursés au prorata des bénéfices que le gouverneur avait parlé de 31%. Ah d'accord. Ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce qu'on vous donne les intérêts qui vous avait été promis? Non, on donne pas les intérêts. C'est 31% de ce que vous aurez dû avoir. C'est-à-dire de ce que vous aurez dû avoir. Je ne comprends pas. Vous aurez dû avoir avec les intérêts ou vous aurez dû avoir ce que vous avez juste déposé? Mais je crois que lorsque le gouverneur a commencé la première phase, qui a commencé en mai, on parlait de 31%. 31%, c'est de l'investissement. Il n'y a pas des intérêts là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a encore un travail qui va être fait. Il faut trouver les moyens. C'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens, peut-être hors des caisses, parce qu'il n'y a que 4 milliards, je crois, ou 3 milliards qui ont été saisis. 4 milliards. Et donc, il y a eu 3 milliards, je crois, avec l'appui du chef de l'État. Ça fait 4 milliards. Ça faisait 4 milliards. Est-ce que ça résout le problème? Mais non, ça ne résout pas le problème. Donc, il faudrait trouver un autre mécanisme de résolution du problème. Et peut-être c'est pour cela que nous en parlons. La mission internationale pour le développement de l'Afrique, qui se mue en loterie, en sorte de loterie, voilà, ou je ne sais pas moi de quoi. Mais au fond, ça résout un problème. Vous avez dit que ça soulevait un autre problème, du gain facile. Oui. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de problème de gain facile, puisque le gain, il était évident. Ça ne posait pas de problème. Comment vous pouvez dire que ce n'est pas un problème? Non, je veux dire que le problème naît après. Le problème n'est pas né avant. Puisqu'il y a eu quelque chose, c'est-à-dire il y a une mission qui arrive au Cameroun, qui forme, vous avez dit, à l'hymne national, etc. Dès qu'on vous dit que vous allez
vous allez avoir le double d'un investissement. Je ne sais pas, il y a une banque qui promet un tel... Non, ça c'est fiscal, c'était trop facile. Mais voilà. nous ne pouvons pas, nous Dès ne le pourrions pas moment le où on a dire à promis ce ça à moment. quelqu'un, il doit J'ai alerter dit, la nous ne police. oui, nous ne pourrions pas le dire à ce moment. C'est peut-être parce qu'ils ont alerté la police. Vous ne pourriez pas savoir. Pourquoi est-ce que les autorités, qui à un moment donné étaient pour une affaire, deviennent subitement contre l'affaire? Ça peut être parce que des gens ont dénoncé. Merci André-Marie. Voilà, on va permettre à Pascal de passer un mot aussi. Écoute Serge, moi je dis, cette affaire m'a fait plutôt méditer. C'est bien ce que l'État est en train de faire en ce moment, parce que, enfin, la faute part dès le début. Parce que moi, quand j'ai vu les parts du MIDA, j'ai vu surtout quelque chose comme, est-ce que ce n'est plus une autre secte là qui se lève? Ça avait tous ce visage un peu noir là. Parce que vous voyez, 50 000, on vous donne 100 000, 1 million, on vous donne 2 millions. Ouais. Et puis dans certaines photos, j'ai même vu les gens même tenue rouge, quelque chose comme ça. En fait, ça faisait un peu, ça posait beaucoup d'interrogations. Et ils donnaient. Effectivement. Il y a des gens qui ont perçu. Tout à fait. Ils ont donné des témoignages, ils ont justement perçu. Ce qui fait que de l'extérieur, en tant qu'un membre de la société civile, un citoyen, qui veut peut-être avoir un meilleur avenir, il n'y a pas d'emploi, vraiment, je crois que tout le monde devait y courir. Parce que cela ne se faisait pas cacher ensuite. Ce qui veut dire que le gouvernement y avait donné tout son crédit. Et donner le crédit, ça veut dire qu'un dossier a été déposé, il a été étudié, on s'est rendu compte qu'effectivement, cette affaire peut marcher pour nous, c'est une bonne chose pour la jeunesse, avec les problèmes d'emploi. Donc je dis, c'est une bonne chose maintenant que le gouvernement se rattrape. Je crois que c'est ce que ce mot-là est très bien placé, parce que le gouvernement se rattrape parce que la faute, lui, revient d'abord. Moi, c'est ce que je pourrais dire. Jean-Baptiste Ketchatin, on revient maintenant à on attaque la rentrée solennelle du barreau, et on a suivi le bâtonnier, Diakonté Patié. Il se préoccupe du sort de Maître Ndoki. C'est normal, comme confrère de Mme Ndoki, que M. Bâtonnier se préoccupe de son sort. Mais il aurait pu nous dire quel est le reproche qu'il fait à l'État. Parce que je m'attendais, quand j'ai entendu parler de cela le matin, à l'évocation peut-être des questions de procédure, de dire que quelqu'un qui a un emploi, qui est une personnalité publique même d'ailleurs, on n'a pas besoin pour juger une telle personne de l'incarcérer. Je m'attendais à ce qu'on pose de tels arguments, mais je ne vois pas les arguments de fond. Il serait intéressant que le bâtonnier et les autres membres de l'ordre qui défendent cette position-là nous disent si dans ce pays nous devons vivre avec des lois à géométrie variable. Parce qu'il y a beaucoup de gens en prison qui ne bénéficient pas d'une telle sollicitude et de manière injuste. La justice de notre pays est extrêmement corrompue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Biya qui l'a dit dans un discours qui a fait des vagues il y a une dizaine d'années. Et mieux encore, les Camerounais peuvent porter des témoignages sur la corruption de notre justice. Mais on n'entend pas le barreau là-dessus. On ne les entend pas dire, écoutez, avec une telle justice, nous ne pouvons pas travailler en tant que professionnels, que ce qu'on dise auxiliaires ou bien participants eux-mêmes à l'élaboration de la décision de justice. On s'attendrait à ce que le barreau fasse des propositions, des constats d'abord sur les problèmes, les mauvais jugements qui peuvent être rendus, les lenteurs judiciaires, les situations inacceptables, les jugements cocasses. Il y en a quelques-uns parmi eux qui en rendent souvent compte dans les médias sociaux. Vous entendez, un juge a dit une chose et son contraire dans une décision. Quelqu'un est allé au tribunal, il a passé là-bas 10 ans sans qu'on ne sache très bien de quoi on l'accuse même. Etc., etc. On souhaiterait que le barreau produise à la fin de l'année, comme certaines institutions, son propre rapport d'observation sur la justice. Ça améliorerait le sort et ça nous éviterait d'avoir des situations comme celle de Mme Ndoki. Parce que la situation des personnes interpellées par le MRC au sein du Manidem, nous avons pris position dessus. Nous avons dit le gouvernement n'a pas besoin d'augmenter la tension avec ces gens-là. On peut résoudre ce problème de manière apaisée. Ils disent qu'ils marchent pour diverses raisons qui sont plus ou moins acceptables. La plus importante, je crois, à leurs yeux, c'est la réclamation d'une victoire volée. Ok, installez-vous autour d'une table et que tout le monde voit que la victoire a été volée et qu'on tire les conséquences qui s'imposent. Mais si on joue au petit malin, encore qu'il n'y a pas que Mme Ndoki qui est parmi les avocats qui sont poursuivis dans cette affaire, il n'y a pas qu'elle.
Si on joue au petit malin en faisant croire que, par exemple, il me souvient qu'on a interpellé des journalistes dans cette affaire. Si on commence à dire, bon, on fait sortir les journalistes parce que, bon, eux, ils étaient venus en train de faire leur travail, on les met à l'écart, ou bien on les garde parce qu'on les soupçonne, et que chacun doit défendre sa chapelle ainsi, on ne va jamais former un pays où la règle de droit est valable pour tout le monde. Donc, pour me résumer, il est important que le gouvernement règle le problème de Mme Ndoki, M. Kamto et tous leurs amis politiques, comme ils disent, de manière apaisée. On les connaît, on sait où ils vivent, à moins qu'ils décident de fuir le pays et de reconnaître ainsi qu'ils avaient quelque chose à se reprocher. On peut les juger sans ces contraintes-là et sans attirer l'attention sur le pays. En revanche, pour le barreau du Cameroun, ce n'est pas correct de se comporter ainsi. On attendrait des avocats qui sont en principe les défenseurs du droit, que ce soit l'ensemble des droits qui soient défendus et qu'on les entende pas seulement quand l'un d'eux est... je suis sûr qu'ils interviennent quelquefois. Parfois, ils sont même intervenus pour soutenir le gouvernement dans ses exactions. Je me souviens, il y a quelques années, le barreau prenait des positions qui sont contraires à l'intérêt général. Donc, on souhaiterait, sincèrement, que le barreau soit vraiment, parce qu'il est naturellement au cœur de la vie de la société, l'institution de la justice étant une institution extrêmement importante dans une société, ils sont naturellement au fait des injustices chaque jour. On souhaiterait qu'ils nous donnent une situation globale pour éviter justement de se trouver en train de défendre un individu ou deux confrères de cette manière-là. Ok. Serge Bikoy, c'est normal, non? On défend la solidarité de corps. Oui. Parce qu'un des nôtres est en difficulté, on se doit de le défendre, non? C'est là le paradigme corporatiste. Oui. C'est-à-dire que vous avez un membre de votre corporation qui est en difficulté. Vous ne pouvez pas passer outre cette affaire, alors qu'en réalité, vous pouvez voir dans quelle mesure vous pouvez former justement ce lobby-là, de manière que l'État puisse réagir à cela. Donc c'est compréhensible que le bâtonnier de l'ordre des avocats puisse s'intéresser à ce cas. Parce qu'en réalité, c'est depuis 4 mois que Michel Ndoki a été justement arrêté. C'était le 26 janvier dernier lors des matchs d'entraînement du... Oui, c'était après. Disons entre c'était le 28 janvier. Disons même, c'était même le 26 janvier. Parce que je me souviens que N'Djamène avait été justement arrêté. Quelques heures après, c'est Michel Ndoki qui est arrivé justement à l'hôpital général. Elle a été également arrêtée. C'était le 26 janvier. Donc, non, elle est arrêtée à la frontière. Depuis plus de 4 mois, ce problème perdu. Et lorsque l'on voit aujourd'hui cette défense accordée justement à ces derniers, ça montre que il y a là un problème de fond qu'il faut justement résoudre. Et c'est pour cela que l'on peut davantage établir le parallèle avec d'autres prisonniers du MRC, notamment Maurice Kamto, Pendaï Koka, Célestin N'Djamène, entre autres. Et parce que nous sommes toujours dans le cycle des arrestations qui interviennent durant du temps post-électoral. Et là, ça pose un problème de fond. Donc, on peut comprendre cela. Mais maintenant, au-delà de ce problème qui est spécifique, je pense qu'il y a des problèmes globaux sur lesquels on peut véritablement interpeller l'ordre des avocats. Il y a la grande question qui porte notamment sur la corruption. Aujourd'hui, nous avions interrogé il y a quelques années un avocat qui nous faisait savoir qu'il y a une espèce de comptoir commercial qui est créé dans l'environnement de la justice camerounaise. Il faisait notamment référence au fait que presque tous les maillons de la chaîne de la justice sont justement corrompus, que ce soit les greffiers, les avocats, les magistrats, les juges de justice, entre autres. Ouais, et non, qu'il faut on véritablement... ne va pas faire le procès. On va pas faire le procès. Pourtant, il faudrait... On a une situation, Maître Ndoki et le bâtonnier qui défend sa consoeur. On ne va pas rentrer dans les autres aspects. On a déjà beaucoup d'avis de ce côté. Oui, moi je marie aussi ton point de vue, Serge. Je crois que sinon on va se perdre là. Ça ira dans tous les sens. Mais je crois que c'est tout à fait. Je crois que c'est tout à fait naturel ce qui se passe au barreau du Cameroun en ce moment. Cependant, je dis il y a un risque parce que le MRC a voulu donner un visage d'unité à tout le peuple.
C'est-à-dire ils ont un collège d'avocats qui les tient, et se tenir étant quand même l'image de la justice du pays, et essayer de soutenir une seule, justement, je crois que je vais soutenir mon ami. Dans ce côté, c'est vrai, je ne l'ai pas beaucoup soutenu de l'autre côté, mais je dirais pour ce point de vue, je marie complètement son point de vue, c'est un peu maladroit. Je trouve que cela c'est maladroit de la part du barreau du Cameroun. Il ne fallait pas le faire. André-Marie, pour terminer. Alors, personnellement, l'incarcération doit être l'exception et la liberté est la règle dans toutes les démocraties du monde, y compris dans notre pays. Donc, incarcérer, lorsqu'il y a des conditions, je pense que c'est davantage ce côté sentimental et corporatiste qui est animé. Je ne prends la communication du bâtonnier que pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire une communication qui donne un point de vue. Et si on entrait un peu plus loin, on arriverait à la dépénalisation des délits de presse, la déprisonnalisation des journalistes. Est-ce qu'ils sont les seuls à commettre des erreurs lorsque le médecin a oublié un bistouri dans un ventre, il a fermé, c'est une faute professionnelle très lourde qui coûte parfois des vies, mais est-ce qu'il va en prison pour autant? Lorsque le journaliste a donné une information qui n'est pas juste et que alors on est sous le coup de la diffamation, de l'injure, etc. Ça va. Et maintenant pour l'avocat, peut-être qu'il faudrait déjà penser à un statut particulier des avocats au Cameroun, peut-être ceux qui sont en instant, vous parliez des avocats. C'est pas un avocat qu'on a interpellé, c'est une militante politique. Tout à fait, donc c'est une militante. Je pense que là, et qui est par ailleurs parallèlement avocat au barreau du Cameroun. Donc ça veut dire on ne peut pas dissocier si elle était ces deux statuts. Si elle était cordonnier. Oui, tout à fait. Donc, elle n'est donc pas cordonnier, mais elle est fort au contraire avocate. Non, mais ça donne donc le droit à son ordre de venir réclamer. Ce n'est pas un blanc-seing pour commettre, et c'est justement à ce niveau qu'il faut arriver. Le mal, c'est que ça crée des situations juridiques différentes pour tous les citoyens. Merci. Vous avez... parce que si j'étais un pavé dans la main, là. C'est un autre débat. C'est un autre débat. On arrive au terme de l'émission. Merci, cher monsieur. Merci Jean-Baptiste Ketchatin. Merci André-Marie Dibamou. Merci Pascal Fomcon. Merci Serge Bikoy. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Rendez-vous lundi à 19h. Toute l'équipe sera là au grand complet une fois de plus pour vous servir le meilleur des décryptages de l'actualité. Rediffusion pour cette édition-ci 23h GMT. Il sera minuit au Pont Vert à Marois.